Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire là, du coaching du coureur. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Bourron et c'est moi qui vais animer ce soir un petit peu la discussion. Donc, ce soir, on va parler de course en montagne et plus spécifiquement du Grand Raid de la Réunion. Et on va voir un cas un petit peu particulier qui est celui du coureur de plaine qui s'entraîne pour ce genre d'épreuve et qui n'a pas accès à des montagnes au quotidien. Pour parler de ce sujet passionnant, j'ai la chance d'être très bien accompagné avec vous trois, messieurs. Donc, bonsoir à tous. Salut Bonsoir. Nico. Salut Nico. Ce que je propose avant qu'on attaque le dur de ce webinaire, c'est que chacun puisse refaire une petite présentation. Comme ça, tout le monde saura un petit peu d'où on est, notre parcours, et puis après, on pourra attaquer notre échange. Je te donne la main en premier, Will. Ouais, je crois que je suis le seul qui a besoin de me présenter en plus, donc non, je rigole. Bonjour à tous, moi je m'appelle William, je suis coach au coaching du coureur et je suis aussi à mes heures perdues moi-même athlète et coureur en sentier, comme on dit au Québec, même si moi j'habite en France. J'ai eu la chance de pouvoir participer 2 fois à des courses du Grand Raid et j'ai la chance aussi de pouvoir accompagner des athlètes qui préparent des courses du Grand Raid. Je suis initialement kiné et formé ensuite dans le monde de l'entraînement, qui est à la fois un monde passionnant, justement parce que ça me permet de voir que on peut tous avoir une chance de participer à ce genre de course qui fait rêver, des courses mythiques et peu importe où on habite. Donc ça va être le challenge de vous démontrer ça ce soir. Top. Seb, tu prends le relais? Non mais sérieux, il faut vraiment que je me présente. Voilà, c'est une honte, si je dois me présenter, c'est vraiment une honte. Bon, je vais le faire parce qu'il faut pour la forme. Non, plaisanterie mise à part. Donc, Seb Cornette, je suis coach depuis quasiment 20 ans, passionné de sport en règle générale, de corps humain. Et du coup, c'est tout naturel que je suis coach, préparateur physique et puis enseignant à la clinique du coureur. J'ai la chance d'avoir un de mes athlètes qui va nous servir d'exemple aujourd'hui, mais j'ai pas beaucoup réussi. J'ai jamais réussi une course à la Diag en tant qu'athlète, mais j'ai la chance qu'elle se soit toujours très très bien passée quand ils ne se perdent pas pour mes athlètes. Donc c'est une course que j'affectionne particulièrement et que j'ai la prétention de croire que j'ai la prétention de dire que je la maîtrise en tant que coach. Donc ça va être un plaisir de partager et d'échanger avec tout le monde sur cette fameuse course. Blaise, je te Et laisse terminer. oui, alors moi je suis l'imposteur dans le groupe des trois parce que je suis pas trop coach. J'ai été 3 fois à La Réunion pour enseigner et j'ai fait une année la Mascareigne en 2019 avec les Guerriers du Grand Raid. On était une équipe de 40 personnes qui sont allées à l'île de La Réunion pour profiter de cette course magique. Et c'était ma pire expérience de trail à vie pour plein de raisons. Donc, je suis là pour parler de comment ne pas bien réussir une course à l'île de La Réunion sur le Grand Raid. Ça avait très mal été, mais j'ai quand même dépassé Sébastien Cornette au kilomètre, je ne me souviens plus trop, mais probablement vingtaine à peu près. En boitillant, il venait de se faire une entorse de cheville. C'était ma seule manière de pouvoir peut-être un jour battre Sébastien Cornette. Et voilà, mais c'était une belle expérience malgré tout. Et je suis là en support aux 2 coachs athlètes que vous avez. Et puis à toi, Nico, pour parler un petit peu peut-être de physio, de prévention de blessures et 2, 3 petits trucs comme ça. Voilà. Super. Merci à vous trois. Moi, de mon côté, donc, je vais essayer d'animer un petit peu ce webinaire, puis je pourrais aussi rebondir sur ces sujets qui me passionnent évidemment, parce que ce soit en tant que coureur ou qu'entraîneur, le Grand Raid, moi, c'est aussi une course qui me passionne, que j'ai eu la chance de faire 2 fois. Donc, voilà, pareil, un petit peu d'expérience sur cet événement sur lequel on va pouvoir revenir. Avant d'attaquer, je voulais signaler qu'on ouvre l'onglet Q&R, donc les questions-réponses là en bas normalement sur Zoom. Donc si jamais vous avez des questions, je laisse ça ouvert, je jette un coup d'œil dedans et puis on essaye d'intégrer vraiment vos questions au fur et à mesure. Si on voit que ça s'y prête pas, on prendra un petit temps à un autre moment pour essayer de répondre un petit peu à tout le monde. Voilà, donc l'idée ce soir ou ce midi, si vous vous retrouvez de l'autre côté de l'Atlantique, ça va être de partir d'un cas et d'une expérience vécue par Will et Seb, qui était la préparation du Trail du Bourbon l'année passée.
Et puis d'essayer de voir comment, quand on est coureur de plaine, on peut préparer. Déjà, est-ce que c'est possible de préparer correctement une course, un ultra en montagne, comme une des courses du Grand Raid, quand on habite en plaine? Et puis, le deuxième point, ça va être de savoir quelles sont les erreurs qu'on retrouve classiquement, et puis comment les éviter lorsqu'on est justement coureur de plaine. Donc, je crois que c'est assez logiquement que je vais vous laisser la parole, Seb et Will, pour peut-être déjà nous représenter, nous présenter, pardon, la genèse de ce projet de course à La Réunion l'année dernière. Et puis, c'est vous aussi les investigateurs de ce webinaire ce soir. Donc, voilà, comment tout ça est venu et qu'est-ce que vous avez envie de nous partager? Alors là, l'athlète, c'est d'abord l'athlète qui a un projet et après le coach s'adapte à l'athlète. Ouais. J'ai envie de dire que ce projet de course à La Réunion en 2021, il a commencé en 2022, pardon, il a commencé en 2021 parce que le projet de faire le Trail du Bourbon, il est né à la suite de la Diagonale des Fous. Et alors c'est peut-être bizarre dit comme ça, puisque en général on a tendance plutôt à aller dans l'autre sens dans le cheminement des courses, de commencer d'abord par le Bourbon avant d'aller sur la Diagonale. Et en fait, le projet, il est né dans la tête d'un athlète initialement qui, comme beaucoup, je pense, a vu est allé en voyage à La Réunion, a eu la chance d'avoir une partie de ses racines à La Réunion, et puis sur le vol retour de son avion là, et il a vu un reportage sur la Diagonale des Fous. Et puis à l'époque, je courais 10 kilomètres et c'était 3 ans en amont de la Diagonale des Fous, où je l'ai faite en 2021. Et puis voilà, c'est la petite graine a été semée à ce moment-là. Et puis après, j'ai commencé à m'entraîner un peu différemment pour petit à petit augmenter les distances. J'ai eu une première expérience de la Diagonale des Fous en 2021 qui a été un moment magique sur le plan émotionnel, familial, etc. Qui a été un moment un peu moins glorieux sur le plan physique, sur la façon dont j'ai fini la course, mais c'est peut-être ça qui m'a fait émerger le projet de retourner sur cette course-là, mais avec l'ambition d'y aller en se préparant un petit peu mieux. Et c'est là où l'athlète a questionné le coach sur la meilleure stratégie à avoir et où moi, je voulais retourner directement dès 2022 sur la Diagonale des Fous. Seb m'a dit, c'est peut-être pas mal de passer par une étape intermédiaire, de repasser par le Bourbon, d'engranger de l'expérience, de se familiariser un petit peu plus avec ce parcours qui est si particulier. Même pour n'importe quel coureur de métropole, la Réunion, c'est vraiment particulier. Et du coup, ça nécessite vraiment d'engranger de l'expérience pour pouvoir vraiment revenir après de façon plus sereine sur cette course sur la Diagonale des Fous. Donc, le Trail du Bourbon, ça a été plutôt un projet qui est né en 2021 et qui a été qui est plutôt une étape, on va dire, sur ma réelle envie de reparticiper à cette course mythique. Même si le Bourbon est, je pense, peut-être même la plus belle course du Grand Raid. Pour moi, ça a été vraiment une très, très belle course, peut-être la plus belle parce qu'on profite de tous les beaux paysages de La Réunion, mais en ayant un certain état de fraîcheur quand même, qu'on a peut-être moins sur la Diag. Et en tout cas, ça aurait été une très, très belle étape grâce au coach. C'est un travail d'équipe, donc c'est grâce au travail collectif et non pas au travail du coach. Mais juste pour corroborer ce que dit Will, c'est qu'effectivement, 2022 vient après 2021. 2021, c'était notre première collaboration en tant qu'athlète et coach. Et j'aime prendre… j'ai la chance, c'est pour ça que j'ai trouvé ça saugrenu que je doive me présenter parce que j'ai la chance d'être très sollicité en tant que coach et j'ai la chance du coup de choisir mes athlètes. Et très vite, on a eu un très bon feeling avec Will. Malgré tout, ce qui me gênait un peu, c'est qu'il voulait faire la Diag et emmener quelqu'un sur la Diag sur une première année de coaching avec peu d'expérience dans l'ultra. Il a réussi à me convaincre, alors que la plupart du temps, ceux qui nous écoutent et à qui j'ai dit non parce que c'était trop long, du coup, vont se dire c'est pas juste, il y a du favoritisme. Et en fait, 2021 était une bonne expérience parce que ça m'a permis déjà de jauger un petit peu ce qu'était capable de faire notre ami William. Et même si émotionnellement, c'était très réussi et que lui, il estime que physiquement, c'était pas top, c'était pas si mal pour quelqu'un qui habite à Saumur, où la côte la plus dure doit faire 20% pendant 200 mètres.
et à 20 km à la ronde à peu près. Donc, c'était déjà un beau challenge et j'aime ces challenges-là, entraîner des gens qui habitent en plaine pour des défis aussi compliqués, techniques que la Diag. Ça, pour moi, c'est vraiment les challenges numéro un. Donc, 2021 nous a permis de porter les jalons et se dire, en 2022, on peut certainement, respecter la vie de cette, parce qu'il ne l'a pas dit, mais il est papa, donc kiné, pour tous les kinés ou les physios, c'est des métiers qui sont très chronophages, et passionné aussi de coaching, donc coach, donc une vie bien occupée sur laquelle il ne faut pas venir trop grignoter. Je m'explique, j'aime coacher tout type de niveau, mais je déteste le mot sacrifice dans la notion d'entraînement. J'aime aménager l'entraînement autour de la vie de l'athlète. Et du coup, là, le challenge était intéressant parce qu'on avait un point de repère qui était 2021. Et puis, on allait au Bourbon, je vais le dire sans… William peut-être le confirmera, mais avec de l'ambition. De l'ambition, c'est-à-dire, en tout cas, en étant ambitieux au niveau chronométrique et aussi de l'engagement dans lequel qu'on allait mettre dans la préparation et puis pour la course. Et le challenge était vraiment là chez Will et il représente, je pense, 80% des métropolitains qui vont à La Réunion, c'est-à-dire qu'ils habitent en plaine. Et malgré tout, ils ont vu eux aussi une fois un reportage sur cette merveilleuse île, qui est un endroit que j'adore, parce que après le Québec, c'est le deuxième endroit que je préfère au monde. Je dis ça totalement objectivement, mais c'est vraiment, si on doit me trouver 3 endroits, c'est l'endroit où je vis, le Québec et La Réunion. J'ai été 8 fois à La Réunion, j'aime cet endroit, mais c'est une île intense. Et donc, elle demande un apprentissage et une connaissance parfaite de la technicité, de ses particularités. Du coup, pour un coach, c'est juste la course la plus passionnante. Et du coup, emmener William, en tout cas l'aider dans ce projet, a été passionnant. Du coup, Seb, dans ce que tu as dit, tu m'as tendu une perche là, pour la prochaine question. C'est que tu as dit, voilà, oui, ça faisait pas très longtemps qu'on se connaissait. Il m'a sollicité pour la Diag direct. Et donc, j'ai eu tendance à hésiter. Il y a des gens à qui je dis non. Donc, pourquoi justement tu as cette hésitation? Pourquoi tu as ce petit truc qui te dit attention, attention? Donc, c'est quoi les critères qui s'allument, surtout pour quelqu'un qui habite en plaine ou peu importe au final d'où vient la personne? Alors, sur ton dernier point, peu importe d'où vient la personne. J'ai un premier signal, c'est que j'ai une formation qui s'appelle Ultra Trail et la première phrase que je dis lors de cette formation, c'est l'ultra ne doit pas être le Graal. Donc, mon premier signal, quand je ne connais pas l'athlète et que son but, c'est d'aller faire un ultra et que pour l'instant, il n'a jamais dépassé 50 km, j'ai déjà un warning qui s'allume et qui me dit « Ok, quelqu'un qui a vu des super beaux reportages sur Kiki, sur La Réunion, sur tous ces gens qui nous font rêver. Moi-même, j'aime voir ces choses-là et c'est top pour notre sport. Malgré tout, je connais l'effet délétère de ça et je ne crois pas que l'ultra doive être le Graal. Et j'aime bien rappeler une chose que je rappelle à mon cours 1.7, principe de planification de l'entraînement que je donne pour la clinique du coureur, c'est que, en fait, il y a très peu de temps encore, le cadre parisien, alors s'il y a des Parisiens qui m'écoutent, ils vont peut-être m'en vouloir, pour crâner à la machine à café, il fallait qu'il ait fait le marathon de Paris. Aujourd'hui, malheureusement, ce même cadre sup à la machine à café, il faut qu'il ait fait l'ultra de je ne sais pas quoi pour exister. Donc, cette partie égo d'ultra me fait fortement hésiter. Après, pourquoi j'ai accepté à ce moment-là? Parce que en fait, j'avais face à moi un kiné qui était assez cortexé et qui avait une vraie formation dans la prévention de la blessure, qui était vraiment très sensible à ça. Et du coup, ok, je me suis dit, je saurais lui dire un stop si vraiment on va dans le mur. Et j'ai choisi ce challenge. Je l'ai refusé pour certains parce que pour certains, c'était je suis inscrit, c'est comme ça, je vais y aller, quoi qu'il arrive, j'y vais. Bon, moi, je préfère toujours refuser en me trompant plutôt qu'accepter et me tromper. Parce que si j'accepte et que je me trompe, ça veut dire que l'athlète va se blesser ou l'athlète va en faire trop. Et la problématique de l'ultra aujourd'hui, c'est qu'on a une vision, à mon sens, biaisée, due par les réseaux sociaux, mais aussi par tout ce qui entoure et ce qui fait rêver l'ultra. Et du coup, donne une fausse image de l'ultra. Moi, je suis même d'ailleurs, ce n'est pas le sujet, mais je suis quand même quelqu'un de très… moi, je serais beaucoup plus méchant dans les barrières horaires, par exemple, parce que j'estime qu'à un moment donné, il vaut mieux profiter plutôt que
que d'aller au casse-pipe. Et parce qu'on voit aujourd'hui sortir bon nombre de blessures à cause du trot. Et l'ultra fait partie du trot. C'est donc l'un des petits signaux qui s'allument quand quelqu'un me sollicite pour absolument faire de l'ultra. Ok. Toi, Blaise, est-ce que tu as remarqué quelque chose de particulier justement dans ces courses sur la Réunion par rapport à la spécificité de l'île, de son terrain et de tout ce qui l'accompagne? Est-ce que du coup, tu considères aussi que c'est vraiment une course parmi les ultras qui se prépare à part parce que on retrouve ça dans assez peu d'endroits finalement sur Terre? Ce que j'avais trouvé de très particulier, d'abord, sur le terrain, il y a beaucoup de paliers, beaucoup d'escaliers, dépendamment des segments, bien évidemment, mais si on compare ça, par exemple, à l'UTMB, ou qui sont des courses où tu descends une côte, tu attaques du talon, tu roules vers l'avant, ce n'est pas du tout la même technique que si tu descends des paliers en escalier. Ce n'est pas les mêmes sollicitations musculaires, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, il y a une spécificité qui était particulière que j'ai trouvée là-bas. Ça, c'était un des points. Après ça, tu montes, je vais pas dire très haut en altitude, mais suffisamment pour devoir vivre du haut frais avec du bas très chaud. Quand je dis du bas très chaud, c'est que tu arrives dans des cuvettes là où moi, je surchauffais comme pas possible, en bas de Dodane, entre autres. Le chemin des Anglais, etc. Dépendamment des heures où tu passes dans ces coins-là, c'est catastrophique. C'est ultra chaud, les choses sont noires en dessous de toi. Donc, il y avait ces particularités-là. Et puis après ça, moi, la course que j'ai faite, on partait au milieu de la nuit, donc il y avait toute une gestion du sommeil, pas bien dormi avant, j'étais le chauffeur en plus, ce n'était pas idéal, mais bon, bref. Moi, quand je regarde le résultat que William a fait, moi, je trouve ça ultra impressionnant, en fin de compte, d'avoir traversé l'ensemble de toutes ces choses-là, surtout avec d'où il venait. Donc, moi, je suis bien intrigué de savoir comment il a fait pour se préparer, autre que, bien évidemment, de faire la muscu que Seb lui a donnée, que moi, je n'avais pas fait et qui m'aurait probablement bien aidé. Moi, je suis heureux que cette phrase soit enregistrée de la part de Blaise Dubois, parce que moi, je vais me le passer en podcast, les amis. Donc là, Blaise, tu as cité plein de caractéristiques justement de ces courses à La Réunion sur lesquelles on va essayer de revenir. On va revenir évidemment sur la préparation de cette course, les spécificités de cette préparation, quand on habite en plaine d'autant plus. Mais est-ce que du coup, tu l'as mentionné, oui, l'année dernière, tu as fait une super perf sur le Bourbon. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de la course en elle-même, au final, tout de suite de nous donner le résultat de cette préparation? Le résultat de la course, c'est que j'ai pris du plaisir du début à la fin de la course. Et c'est là où pour moi, c'est une performance, en fait. C'est pas dans la place ou dans le classement en soi, parce que pour beaucoup qui nous écoutent, on est d'accord que la place, le classement sont pas non plus stratosphériques. Et quand tu parlais d'exemple tout à l'heure, le fait que j'allais servir d'exemple, faut vraiment pas prendre le terme exemple dans le sens où c'est prétentieux, mais plutôt dans le sens où je pense que je suis un échantillon représentatif de la population et où on peut se dire que n'importe quelle personne ne peut pas faire de l'ultra, mais peut en tout cas prétendre, en se laissant le temps de se préparer, à pouvoir y arriver. Et donc, du coup, ouais, moi, le résultat, ça a été surtout de pouvoir m'éclater du début à la fin de la course, même si forcément, quand on arrive, on est content d'arriver, hein, c'est sûr, mais de pouvoir vraiment profiter des paysages, de pouvoir pas subir la fin de course, parce que la course a été difficile, surtout au début, où, comme le disait Blaise, en fait, dans la montée au Piton des Neiges, là, au départ, on a la montée du bloc, là, on a quand même bien froid. Après, on redescend. Toute la nuit a été très froide. Dans la partie d'Amafat, on a eu chaud, mais finalement, il a fait plutôt doux par rapport à l'année précédente. Et la partie d'Amafat, c'est vraiment très, très bien passé. Et par contre, on a eu très, très chaud sur le chemin des Anglais, là, sur toute la dernière portion de course, le chemin des Anglais, le Colorado, tout ça. J'ai eu la chance que tout ça se passe sans blessure, sans encombre. Et le résultat, ça a été que j'arrive aux portes du top 10, on va dire. C'est là où c'est pas non plus sensationnel. Mais pour moi, c'est clair que c'est une performance dans le sens où c'est ce que je pense ce que je pouvais faire de mieux en équilibrant vie de famille, vie professionnelle, vie familiale, comme les trois quarts des personnes qui nous écoutent là. Au final, le challenge, c'est ça, c'est de réussir à s'entraîner sans sacrifice et sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Tu veux peut-être que je parle de la course en tant que telle, en tant que difficulté, en tant que telle ou... Je pense qu'on va y revenir avec les spécificités de l'île et de l'entraînement. Peut-être, Seb, est-ce que toi,
d'un point de vue de l'œil du coach, est-ce que tu as des choses à ajouter sur la course en elle-même et son résultat? La course de Will, Ouais, proprement dite. à proprement dit. En fait, il a commencé par ce qui est pour moi fondamental. Mes athlètes me font toujours un retour via WhatsApp par un petit vocal après leur course et je leur demande absolument pas leur place. Je leur demande leurs sensations, comment ils se sont sentis, à quel moment c'était dur, à quel moment c'était. Bon, là, c'est une course qui est assez longue, donc autant vous dire que j'étais derrière l'ordinateur et j'ai reçu des messages assez réguliers. Mais ce qui m'importe, c'est vraiment ça. Et en fait, si je dis ça, c'est pas uniquement pour dire comment je travaille. Je pense que ça, c'est vers ça qu'on doit tendre, c'est-à-dire ses intensités, ses ressentis. Et puis, le classement, c'est de la littérature. Moi, j'aime dire ça. C'est de la littérature. Si ce jour-là, il y a 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes plus fortes que toi, ce jour-là, c'est pas grave. Est-ce que tu as pris du plaisir? Est-ce que tu t'es bien préparé? Et j'aime rappeler qu'en fait, la préparation, le bonheur, ça fait un peu philosophie de comptoir et je m'excuse pour ceux qui vont penser ça, mais je le pense. Le bonheur, c'est pas le but, c'est le chemin. Et la préparation, c'est exactement ça. Si tu as pris du plaisir pendant ta préparation, évidemment, il y a des moments difficiles. On n'est pas en train de raconter que c'est toujours facile de venir faire un stage, un week-end choc avec son coach quand il t'emmène faire des choses assez dures. Mais si tu as pris du plaisir, tu as correctement mené ta planification, ton programme, franchement, le jour de la course, c'est le moment où il faut profiter. Moi, ce que j'ai à retenir, c'est que voilà, j'ai un athlète qui, à la fin, m'a fait un vocal en direct, qui, au-delà de l'émotion qu'il m'a procurée par les liens qu'on a, j'avais un athlète qui était en santé, qui était content et qui était bien. Et que le lendemain, parce que pour moi, le plus important, c'est pas ça. C'est presque pas ça. C'est le lendemain ou le surlendemain, il est parti 3 jours avec ses enfants faire ma fat. Donc là, le coach que je suis, quel que soit son classement, je le dis en toute simplicité, elle est là, ma victoire. Elle est qu'après une telle performance, après avoir donné le meilleur de lui, le lendemain, il était dans ma fat, à porter son petit gars sur les épaules et à vivre une expérience familiale extraordinaire. Moi, je suis le plus heureux. Après, oui, effectivement, est-ce que le potentiel de Will nous donne envie d'aller gratter une ou deux places, d'aller rentrer dans ce top 10? Bien sûr, moi, je suis un homme de défi. Je pense qu'il a les capacités qu'en menant. Mais c'est pas ça arrive qu'après. Si demain, on part sur 2023, sur la Diag, et qu'on commence à dire, ouais, on va penser classement, je pense que c'est le meilleur moyen de se tromper. Donc voilà, c'est ce que je peux dire, moi, sur la course de Will. Super, merci. Tu voulais rajouter un truc, Blaise? Non, je viens de tweeter notre présentation simplement, désolé. Ok, ça marche. Du coup, rentrons dans le vif du sujet de la préparation. Donc, quelle a été ou quelles ont été pour vous les 2-3 grosses problématiques dans l'objectif de ces préparations au Grand Raid? Et peut-être, j'ai envie de dire, sur 2021 et 2022, puisqu'au final, tu n'as pas préparé 2 années de suite des courses là-bas. C'était quoi les 2-3 gros axes qui méritaient quand même beaucoup d'attention dans le but de cette course? Je pense que déjà, quand on est coureur de plaine, mais là, ça concerne tous les coureurs en général, quand on veut se lancer un objectif qui est fin octobre, la priorité, c'est déjà de se poser, de se mettre sur un calendrier et puis de planifier de façon raisonnable l'ensemble de sa saison, de surtout faire en sorte que sa saison ne commence pas trop tôt, parce qu'il faut se dire qu'elle va durer très longtemps et qu'une année, c'est long et que si on commence avec des gros objectifs dès le début de l'année, ça risque d'être compliqué au mois d'octobre. Et là, pour le coup, j'ai pas été un bon coach pour moi-même dans le sens où j'ai essayé de convaincre Seb de me lancer sur le Trail du Vulcain. Alors, le Trail du Vulcain, pour les coureurs qui sont dans le Grand Ouest, c'est une course qui est autour du Puy-de-Dôme, là, en hiver, donc qui est très intéressante parce qu'elle est splendide sur la chaîne des Puys, tout ça, mais il propose un 80 km. Et du coup, c'est une course qui a lieu tout début mars. Et donc, j'ai fait un 80 km début mars. Et Seb m'a dit, c'est pas forcément une meilleure idée parce que tu commences ta saison tôt et finalement, derrière, ça risque d'être très long jusqu'à la Diag. Et en effet, sur la course, sur le Vulcain, dès le 48e kilomètre, je me suis dit que si je m'étais inscrit que sur le 48, ça m'aurait bien largement suffi et que c'était que j'aurais peut-être mieux fait de suivre ce conseil-là et du coup de
le premier conseil que je donnerais là, c'est surtout de ne pas se lancer des gros objectifs dès le début de la saison en se disant j'ai la diagonale des fous à la fin de l'année, donc il faut que je commence dès maintenant à engranger des kilomètres pour finalement que ce soit facile à la fin de l'année. Mais au contraire, de se dire que non, la saison, elle va être longue. Il y a un très gros objectif qui est fin octobre. Donc, la première des choses à faire, c'est de conserver de la fraîcheur, de travailler des choses qu'on laissera peut-être de côté à la fin de l'année. Mais du coup, comme tout ce qui va être le travail de vitesse, etc., puisqu'après, on va peut-être en faire un petit peu moins en se rapprochant de l'objectif. Mais surtout, de ne pas vouloir faire du volume dès le début de la saison pour pouvoir, dans ce but d'engranger des kilomètres, parce qu'au contraire, on risque de se fatiguer et de perdre cette fraîcheur-là pour la fin de l'année. Ça serait peut-être le premier conseil que je donnerais, ce serait de se poser sur le calendrier et de faire les bons choix sur les courses qu'on va faire. Du coup, c'est à la fois en termes de kilométrage et tout ça. Donc là, moi, j'ai fait une première erreur. C'était peut-être un premier challenge pour mon coach de se dire, bon, il me suit déjà pas sur ce premier point. Donc maintenant, il va falloir qu'il assume jusqu'au bout. Et puis, la deuxième chose, c'est peut-être dans le choix des courses qu'on va faire. Parce que, comme je le disais, je pense qu'il n'y a rien en métropole qui soit vraiment très proche en termes de technicité de la diag. Où on va peut-être avoir la technicité sur les sentiers, mais on va pas avoir en même temps la chaleur. On va pas avoir, ou alors ça va être, on va avoir la chaleur, mais par contre, ça va être plus roulant, moins technique. On va pas pouvoir réunir toutes les mêmes conditions. Par contre, on peut choisir des courses qui vont permettre, de par la technicité, de par le fait d'avancer peu, finalement, pas très vite sur les sentiers, et choisir stratégiquement ses courses dans ce but-là et se poser pour planifier sa saison. Ouais. Si je peux, juste avant que tu réagisses, Seb, revenir sur ton premier point, Will. Je trouve que c'est super intéressant de mentionner ça, parce que c'est vrai que quand on participe à des courses comme ça, qui sont des courses mythiques, on a envie tous de bien faire, et par peut-être cet excès d'envie de bien faire, on a tendance à en faire un petit peu trop. Et comme tu l'as dit, une saison, c'est long. En plus, les courses du Grand Raid sont au mois d'octobre, donc plutôt en fin de saison, et que de cramer toutes ces cartouches par excès de motivation sur la première partie, peut-être hypothèque nos chances de performer et de prendre du plaisir au mois d'octobre. Je te laisse enchaîner, Seb. Ouais, c'est un bon point sur lequel il faut insister, parce que si j'ai dit que clairement, personnellement, c'est pas une course, j'ai jamais réussi à fonctionner. D'ailleurs, j'en ai fini aucune. Donc comme ça sera clair. Mais ce que j'ai réussi à analyser en tout cas coach, c'est que ceux qui réussissaient, et quand je dis réussissaient, c'est que ce soit ceux qui gagnent ou même ceux qui réussissaient le mieux, leur meilleure perf sur la diag, dans 90% des cas, parce qu'il faut toujours se laisser 10%, c'est des gens qui arrivaient avec de la fraîcheur. Donc, c'est clairement le conseil numéro 1, c'est de se dire, effectivement, les inscriptions sont là en ce moment, le tirage au sort va être en mars. C'est pas parce que tu as pris ton pack là et que tu es inscrit que tu dois automatiquement te projeter déjà sur cette diag. Cette diag, c'est difficile parce qu'effectivement, c'est mythique, ça se programme évidemment, tu dois prendre tes billets d'avion, tu dois tout réserver et tout. Mais en même temps, psychologiquement, il faut essayer de s'en détacher le plus possible. Et on parle de 2021, donc ça rappellera aux gens que je ne suis pas si dogmatique que ça, en fait. Hein. J'accepte que mes athlètes me disent « Ouais, je veux faire de la merde. » Bah, vas-y, va faire de la merde. En fin de saison, on l'a constaté. Je pense que c'est juste avec de la bienveillance, en l'accompagnant. Bon, j'étais pas chaud. Mais si c'était passé, il m'aurait dit c'est passé. Là, j'ai eu raison. Mais ce n'est pas grave. Il faut aussi accepter à un moment donné que l'athlète se trompe. Mais une des clés, c'est sûr qu'il faut arriver avec de la fraîcheur physique et mentale. C'est-à-dire, donc, pas se rentrer dans la planif. Et là, du coup, on peut peut-être déjà dévier sur la planification. Avant juillet, pensons pas à la diag. C'est loin. C'est fin octobre. Là, cette année, ça va être le 20-18. Entre le 18 et le 20. C'est très, 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 très tard. Si déjà là, en ce moment, on est début février, on commence déjà à se programmer et être dans cette mouvance, on risque d'arriver un peu cramé. Il faut beaucoup de fraîcheur. Et je le répète, tous ceux qui réussissent, qui la gagnent ou qui gagnent et qui font leur meilleure perf sont ceux qui ont couru très peu. Quand je dis couru, c'est-à-dire déjà peu de courses, parce que mettre des dossards, ça bouffe son influx. Hein. Il faut aller se confronter. On a des objectifs intermédiaires. On va en parler avec Will. On a eu des objectifs intermédiaires, plus ou moins longs. Mais il faut éviter de ne pas trop en mettre avant la course, parce que sinon, on arrive cramé physiquement et psychologiquement. Et c'est une course qui se gagne à la fraîcheur. J'ai une petite question pour Will, Nick.
Est-ce que tu souffres facilement de la chaleur ou c'est quelque chose que tu tolères assez bien? Et est-ce que tu as fait quelque chose de particulier pour cette course? Parce que le souvenir que moi j'ai, c'était clairement un gros facteur limitant pour moi. Et moi, je sais que je ne vis pas bien avec la chaleur. Je l'ai vécu dans d'autres courses comme au Mexique dernièrement. Comment tu t'es préparé? En fait, moi, je pense que j'ai une grosse chance par rapport à ça, c'est que moi, j'adore la chaleur et je tolère très, très bien la chaleur. Là, par exemple, il fait froid là l'hiver. Moi, je suis malheureux. Je suis en train de me couvrir de partout. Je tolère très mal le froid. Et par contre, c'est clair que j'adore la chaleur. Moi, j'attends qu'une chose là, c'est que les températures remontent. Alors, je dis pas vive le réchauffement climatique, hein, surtout pas. Mais, euh, mais non, là, j'ai cette chance-là et en fait, je pense que j'ai peut-être cette capacité-là au départ et en même temps, je me suis un peu ancré ça moi-même dans ma tête de me dire, là, j'aime la chaleur et je tolère bien la chaleur et vu qu'en plus, mes objectifs sont des courses où il fait chaud, bah, j'aime me dire que c'est plutôt que j'ai un avantage plutôt qu'un inconvénient. Donc en fait, je pense que je le tolère bien de base et qu'en plus, j'ai réussi à me convaincre aussi que j'aimais ça et comme ça, je le tolère d'autant mieux. Et je pense que c'est pas une difficulté pour moi à ce niveau-là, en tout cas. Donc, ça n'a pas été pour moi le plus gros challenge. Seb, est-ce que ça t'arrive avec certains athlètes qui, par exemple, comme moi, tolèrent moins la chaleur, de les faire préparer avec sauna, etc.? Ce que, par exemple, Yves a beaucoup fait avant notre séance au Mexique, où c'était à peu près des conditions un peu similaires, toi, où il fait chaud. Ouais. Clairement, exposer l'athlète à ses contraintes physiologiques. Toi, tu n'aimes pas la chaleur, comme Will, moi, j'aime pas le froid et pourtant, j'aime venir au Québec. Mais c'est sûr que je ne serai pas performant quand il fait très, très froid. Donc, exposer ton athlète, le connaître, ça, c'est la première des choses. Je savais que Will était plutôt quelqu'un d'adapté. Donc, on n'a pas eu besoin de chercher une adaptation. Mais oui, j'ai des athlètes qui sont, eux, sensibles à la chaleur. Donc, on fait sauna. On fait aussi beaucoup de home trainer où je leur demande de se couvrir et puis d'aller faire des petits runs en pré-fatigue pour justement connaître des effets qui sont totalement désagréables. Et puis, il a quand même mis le doigt sur quelque chose qui doit te parler toi aussi, Blaise. C'est le fameux gouverneur central. Il a été lui dire que, en fait, j'aime la chaleur. Et du coup, moi, c'est ce que je me répète dans l'avion qui m'emmène au Québec quand je viens en hiver. J'aime le froid, j'aime le froid, j'aime le froid. Jusqu'à ce qu'il me morde et que je ne l'aime plus du tout. Mais il y a cette notion-là. Mais sinon, physiologiquement, oui, la stratégie de t'exposer volontairement à la chaleur, je trouve que c'est une bonne stratégie. Parce que moi, j'adore la chaleur, mais sur la plage, à lire un article scientifique. Quand je suis en course, là, c'est dur. Et c'est là où je pense qu'en juillet-août, là, par exemple, alors, il faut que les gens entendent bien ce qu'on dit. On ne dit pas qu'il faut aller s'entraîner quand on est en pleine canicule et puis ne pas s'écouter, etc., sans prendre de précautions particulières, etc. Mais pour le coup, en juillet-août, je pense que quand vraiment il fait chaud et qu'on sait qu'on a envie de préparer un objectif où on sait qu'il va faire chaud, de vouloir se protéger à tout prix de la chaleur, c'est peut-être pas la meilleure stratégie de se dire je vais m'entraîner la nuit ou très tôt le matin ou très tard le soir de sorte à éviter la chaleur alors qu'on sait que la compétition va se passer en conditions chaudes, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Par contre, c'est clair que quand on s'adapte dans la chaleur, il faut adapter les entraînements, utiliser peut-être un peu plus la perception de l'effort, faire des séances peut-être un peu plus courtes, etc., faire un peu moins d'intensité, adapter les entraînements, mais surtout pas fuir un contexte dans lequel on va forcément se retrouver au moment de la compétition. Du coup, pour rester sur le sujet de la chaleur là, qu'on aborde, est-ce que, qu'est-ce que tu as conseillé, toi, Seb, ou je ne sais pas, peut-être que Will, d'un point de vue logistique, tu avais des contraintes sur le délai avant la course, à quelle date tu es arrivé, combien de temps avant la course tu es arrivé? Est-ce que ça faisait partie d'une stratégie d'acclimatation? Est-ce que tu as pu passer un petit peu de temps où tu es arrivé vraiment proche de la course? Non, je suis arrivé peut-être une semaine avant la course, donc j'ai pas fait d'acclimatation particulière ou de reconnaissance particulière. En plus, en fait, quand on arrive sur l'île, il fait pas non plus, il fait chaud, mais il fait chaud pour aller courir et faire un ultra trail, mais il fait pas chaud pour vivre au quotidien. En fait, il faisait à peu près les mêmes températures que ce qu'on avait eu quelques semaines avant en métropole, donc on sortait de l'été en métropole, donc il n'y avait pas forcément besoin de s'adapter à la chaleur. C'est plutôt le fait de faire des efforts longs, mais quand on arrive sur l'île à une semaine de la course, on a plutôt intérêt à peut-être aller 6 semaines avant la course de toute façon. Donc non, enfin, il n'y avait pas eu de stratégie particulière de mise par rapport à ça. Et toi, Seb, quelqu'un qui justement ne serait pas dans les conditions de Will,
qui ne s'adapte pas comme ça facilement, est-ce que tu lui conseilles une durée minimale? Alors, la réponse que je vais te faire va pas te convenir. Moi, je vais Oui et lui non. dire, est-ce qu'avec ta famille… Non, non, mais ça veut dire, est-ce que financièrement tu peux? Est-ce que ça te demande de faire des sacrifices familiaux, professionnels ou pas? Si tous les voyants sont au vert, bah, si tu peux y aller 2, 3 semaines avant, c'est cool. Comme j'avais vu mes amis québécois là, en 2019 venir, je ne sais plus combien de temps avant, là, ils étaient venus, ils avaient fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, mea culpa, je leur ai dit, mais ils font de la merde. Ils n'arrêtaient pas de courir dans tous les sens, ils ont fait des kilomètres et des kilomètres. Et au final, les filles ont tout cartonné. Là, je pouvais me taire. Tout le monde avait bien marché. Mais ceci étant, ben, en fait, en fonction de tes possibilités. Évidemment, je suis je suis pas fan du tout de ceux qui arrivent au dernier moment. Mais il y en a pour qui ça fonctionne. Si tu l'as déjà fait, tu l'as déjà testé, je prends un de mes athlètes là qui va venir à Madère, qui court le samedi, qui arrive le vendredi. Waouh, ça me fait flipper parce que je pense que la probabilité qu'il fasse pas une bonne course, elle est très très grande. Mais si ça lui convient et parce qu'il ne peut pas venir une semaine avant, parce que professionnellement et au niveau familial, il ne peut pas s'organiser autrement, j'essaie plutôt d'être dans une stratégie inverse. Et je le répète, je m'adapte aux conditions de l'athlète. Imaginons Will habite à Saumur. Alors quand il dit qu'il aime la chaleur, il habite à Saumur, hein, les gens. C'est-à-dire que la température maximale à Saumur, c'est 15 degrés le 15 août. Donc autant vous dire, au quotidien, il ne vit pas dans la chaleur. Je referme ce joke. L'idée, c'est de se dire, c'est quoi ces conditions? Comment je pourrais, si demain, Will n'acceptait pas la chaleur, ce qu'il a dit, c'est très, très juste. S'exposer graduellement à la chaleur en plein été, c'est un bon moyen. Et puis, on n'est pas obligé d'arriver 3 semaines avant. Si tu as la possibilité de venir 3 semaines, 2 semaines avant, c'est super. Une semaine, je pense 5 jours, c'est le minimum. Après, je pense que c'est trop proche. Mais là encore, une fois, il y aura toujours des exceptions qui vont nous dire « Ah, mais moi, je suis arrivé la veille et ça a super bien marché. » OK. Mais quand même, passer 11 heures, et pour les Québécois, c'est encore pire parce qu'ils avaient fait, je ne sais plus, Blaise nous le dira, mais ils ont fait Québec, Paris, La Réunion, c'était au moins 30 heures d'avion. Ils sont venus 3 semaines avant et ça, c'était fun, c'était cool pour eux. Je me permets un petit commentaire sur ce que Sébastien a dit tout à l'heure qui est essentiel pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas très habitués aux ultras. Et un des éléments déterminants de la performance, c'est le sommeil et le fait de justement être bien reposé quand tu décolles ta course. On le sait tous comme ultra-trailer. Il y a des études, Guillaume Millet a fait plusieurs publications sur ce sujet-là. C'est un élément déterminant justement pour que le gouverneur central soit capable d'en tolérer davantage, pour mettre une histoire très, très simple et très courte. Et ce facteur-là, c'est sûr que si tu voyages avec du décalage horaire, comme moi je fais quand je vais enseigner en Europe, c'est sûr que ce n'est pas optimal pour la performance, clairement. Et quand je dis performance, c'est réussir aussi à finir une course, même si tu n'es pas dans la performance du chrono. Oui, complètement. OK, on a fait une belle parenthèse là sur la chaleur. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler des spécificités vis-à-vis du fait que Will habite en plaine pour justement préparer un ultra qui fait 10 000 mètres de dénivelé quand, tu l'as dit tout à l'heure, la plus grosse côte, elle fait 50 mètres de dénivelé sur 200 mètres à 20%. Je peux en parler, Simon, quotidien. Du coup, on a parlé là du fait de bien placer ses courses, de bien choisir ses courses. Au quotidien, je pense que plutôt que de parler de ce qui doit faire la spécificité du coureur de plaine, peut-être parler des erreurs qui sont commises régulièrement par les coureurs de plaine parce que justement, ils estiment qu'ils ont peu de chance finalement par rapport aux coureurs de montagne. Je pense qu'une des plus grosses erreurs qui est faite, c'est de se dire je peux pas faire énormément de dénivelé, donc je vais le compenser en courant beaucoup et en faisant beaucoup plus de kilomètres et beaucoup plus de courses et beaucoup plus de bornes en s'entraînant. Le truc, c'est qu'en fait, quand on court, on s'adapte à courir, on est plus performant pour courir, et quand on marche, on s'adapte et on est plus performant pour marcher, mais on va pas devenir un meilleur marcheur parce qu'on court plus. Sauf qu'à La Réunion, on marche beaucoup, on monte beaucoup, etc. Et la meilleure façon de s'adapter à ça, c'est peut-être plutôt d'optimiser sa charge d'entraînement. On peut parler d'alimentation, peut-être
d'être un peu plus précautionneux, encore un peu plus que sur son alimentation pour vraiment tirer les meilleurs bénéfices de son entraînement, vraiment optimiser ses entraînements, mais aussi peut-être intégrer beaucoup plus de renforcement musculaire, davantage de travail pliométrique parce que finalement, on a moins de descente parce que je pense que on pense souvent au dénivelé et au fait qu'on va avoir beaucoup de choses à monter. Mais en fait, ce qui va être le plus cassant, le plus traumatisant, et je pense que là où on va perdre beaucoup de coureurs de plaine, ça va être surtout sur la capacité à encaisser les descentes et les chocs des descentes. Et pour ça, on a malgré tout un outil qui est super pour pouvoir s'entraîner à ça. C'est d'intégrer de la pliométrie, d'intégrer du renforcement musculaire, du travail de force. Seb en parlera sûrement mieux que moi. Et puis de simuler finalement ces mêmes contraintes qu'on va avoir dans la descente, les simuler. Et puis plutôt de penser par la charge d'entraînement, la charge globale, plutôt que par le simple critère du kilométrage, parce que surtout si en plus vous préparez la diagonale des fous, c'est peut-être vrai pour un ultra trail en montagne qui serait roulant, mais encore moins pour la diagonale. Mais c'est encore moins vrai pour la diagonale du fou. Finalement, vous allez vous retrouver à très peu courir ou alors à courir, mais à devoir vous arrêter progresser, très régulièrement pour marcher parce que c'est trop technique, etc. Et où là, finalement, si vous avez fait un entraînement où vous n'avez que couru, ça n'aura pas énormément d'intérêt. Donc, vraiment s'entraîner à marcher dans les montées, même si c'est une montée qui fait que 20 mètres, malgré tout, on peut beaucoup marcher, même en faisant des marches en fente, en faisant du renforcement musculaire en bas de la côte, en haut de la côte, etc. Donc, intégrer du renforcement musculaire et surtout pas commettre l'erreur de penser qu'on va compenser le fait d'avoir peu de dénivelé par le fait de faire plus de kilomètres. Seb. Ouais, en fait, c'est bien que ce soit la tête qui le dise, même si en plus le coach, donc du coup, il est un petit peu biaisé. Mais effectivement, l'idée, c'est déjà d'analyser la course. Et ce 100 miles-là, il est différent de tous les autres. J'en veux pour preuve la différence entre le vainqueur de l'UTMB et le vainqueur de la Diag. C'est à peu près souvent les mêmes et ils mettent 4 heures de plus quasiment. Donc déjà, donc si les vainqueurs mettent déjà 4 heures de plus, on se doute bien que ceux qui sont dans le peloton… Et on dit pour la même distance et le même dénivelé. C'est ça qui est particulier. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Donc, quand on a le même kilométrage, même dénivelé et qu'on met 4 heures de plus pour les meilleurs, on se doute que ça doit être, ça va être exponentiel chez la plupart des gens qui vont nous écouter. Donc, apprendre à marcher, parce que ça s'apprend. Accepter pour un coureur de plaine qui a une petite côte de 50 mètres, des fois, il va se manger effectivement en bas de la côte ou en haut, surtout parce que effectivement, là où c'est un point qui est fondamental à mon avis, dans l'ultra en règle générale, dans le trail en particulier, mais encore plus à la diagonale des fous, c'est la descente. Les descentes sont techniques et jamais égales. Donc, si musculairement, tu n'es pas adapté à ça, tu ne t'es pas protégé à ça, mais tu auras beau avoir fait des 50 km sur le plat chez toi, là, avec 500 mètres de dénivelé, tu ne seras absolument pas préparé. Alors qu'en faisant des séances dites simulation, donc les Français qui nous écoutent, ça n'a rien à voir avec les séances du samedi soir. Hein. C'est vraiment une séance particulière de renforcement avec de la course. C'est-à-dire, tu vois, les Québécois, ils n'ont rien compris à cette blague. Normalement, ça doit faire réagir tout le monde, mais au Québec, il n'y a pas de simulation le samedi soir. Du coup, je reprends le fil. De placer le renforcement à des endroits stratégiques. Évidemment, il y aura un bloc de développement de force. Alors ouais, ça peut peut-être faire bondir les gens qui vont nous écouter, mais là, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement moi et mon Moins courir pour mieux courir qui l'ont décidé. Aujourd'hui, il y a de nombreuses études et de papiers qui démontrent que la force, la notion de force pure, est primordiale à développer chez le coureur et donc on se doute que chez l'ultra-trailer, c'est encore plus important. Donc, pas uniquement l'endurance de force, pas faire 20 squats à poids de corps, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il y a un vrai bloc de développement de la force, alors qui est couplé à un travail du développement de la VMA ou de la VAM pour nos amis québécois, parce que les deux se servent l'une et l'autre. Donc, ça, c'est important. Donc, il y a un vrai développement de la force en salle avec des charges plus ou moins lourdes, mais en tout cas assez lourdes. Puis après, on fait des entretiens de cette charge. Et puis après, dans l'entraînement, des entraînements de course couplés à des exercices de renforcement typiques de ce qu'on va rencontrer, c'est-à-dire des grands sauts de marche, comme on peut l'avoir dans la descente du Taille Beat, comme on peut l'avoir dans la dernière descente vers la Redoute qui est absolument folle, mais même avant ça, quand tu redescends sur Elbourg, il y a des endroits où tu as des marches. Et alors moi, je fais 1m20, donc les marches me paraissent toutes très grandes, mais même les gars qui sont à peu près une taille normale, pour eux, c'est aussi des marches qui sont en plus pas égales. Donc du coup, si tu ne t'es pas préparé, tu ne t'es pas exposé à ça, de par le renforcement
et de la course et du renforcement, parce que ce qui est important, c'est surtout de le transférer, encore plus pour un coureur de plaine qui équivaut à tout le monde, qui nous écoute là pour la plupart, c'est une grave erreur. Et c'est vrai qu'effectivement, là, je suis totalement d'accord avec le constat que fait Will, c'est qu'effectivement, le coureur de plaine souvent veut absolument courir parce qu'il se dit, je vais passer beaucoup de temps à courir. Eh bien, oui, je vais insister sur le moins courir pour mieux courir, mais ce n'est pas une bonne stratégie à mon sens. Et aujourd'hui, force est de constater, avec mon expérience de coach, que tous les gens qui ont plutôt suivi renforcement couplé à de la course ont de bonnes réussites, et que ce soit des gens qui gagnent ou qui sont simples finishers. Donc, vraiment intégrer un vrai bloc de développement en salle. Ah oui, ça peut faire bondir, mais oui. Et puis après, faire de l'entretien avec du poids de corps, mais avec de la pliométrie et du travail excentrique qui est primordial. Je vais prendre en exemple un de mes athlètes élite. Je ne le citerai pas, mais 4 jours avant la course, il a fait la descente du Maïdo jusqu'à, sans souci, à bloc, c'est-à-dire moins 2000 de dénivelé négatif. Je le conseille évidemment à personne. Si avant ça, il n'y a pas eu un travail excentrique très important, et c'était juste un rappel pour lui. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'excentrique, le travail en excentrique est fabuleux. Et faire des rappels, ça marche, ça marche un peu comme un vaccin. Juste faire des rappels suffit à adapter et à permettre au corps d'être adapté aux contraintes excentriques durant l'épreuve. Donc, faire juste des petits rappels, si tu as fait un fort travail de développement, est simple et permet de vraiment avoir un effet protecteur pour l'athlète. Donc, le travail excentrique est à privilégier en règle générale pour les trailers, mais encore plus pour ceux qui veulent s'exposer et qui veulent faire la Diag, ou une de ces courses d'ailleurs, parce qu'on parle de la Diag, mais il y en a, l'expérience 2022, c'est le Bourbon, mais même la Masca encore plus, parce que Blaise pourra en témoigner. Blaise est un très très bon descendeur, vraiment, je le dis, et c'est une course qui est essentielle, qui a plus de dénivelé négatif que positif, donc si tu n'es pas préparé à la descente, tu es mort. Donc, si je resynthétise un petit peu, il y a une place prépondérante à donner au renforcement, et tu l'as, on va dire, divisé en 2 phases. Une partie dans le développement, où vraiment il faut accorder un travail spécifique de la force, un travail en salle, un travail dédié. Tu disais voilà, de le coupler à un développement de VMA, ça se mariait très très bien. Et derrière, insérer des rappels au cours de la saison, dans la suite de la préparation, cette fois peut-être plus de poids de corps, plus de pliométrie, intégré sur des séances de course. Et est-ce que ces rappels, justement, que tu vas placer tout au long de la saison, tu peux aussi faire des rappels en salle, ou tu préfères aller vraiment être, alors j'aime pas trop ce terme fonctionnel, mais être plus proche de la course, être plus au poids de corps, être plus dans la pliométrie, ou faire des rappels en salle dédiés sont aussi pertinents selon toi? Les deux, mon capitaine. Alors, les deux parce qu'aujourd'hui, c'est ma stratégie. Mais demain, j'ai un athlète qui n'a plus accès à la salle. Moi, je sais que, à la salle, pas à la selle, je sais qu'il peut, avec quelques petits outils, le faire. Puis la pliométrie, puis le travail en excentrique. On a parlé, tu trouves une côte de 50 mètres de dénivelé sur 200 mètres. Bon, fais-toi des squat jump, une hipodo, parce que justement, par contre, là où moi j'aime le terme fonctionnel ou spécifique, c'est que du coup, une fois que tu l'as développé en non fonctionnel, c'est-à-dire front squat, deadlift et mollet, voilà les 3 exercices que moi je conseille de développer en force pure. Après, le reste, aussi déjà où on exploite ces 3 exercices, c'est parfait. Après, je vais vers du travail. Oui, il a eu des WOD, des circuits où il y avait du squat bulgare, où on n'était plus avec de la force. Donc, il n'y avait plus besoin d'avoir autant de charges. Mais du coup, comme j'étais fonctionnel, je pouvais avoir très peu, même des gens qui n'ont pas de salle. Tout le monde n'a pas une salle, mais tu achètes des packs d'eau et tu fais tes squats bulgares avec 2 packs d'eau. Si tu es super chaud, tu les fais même en overhead. Du coup, tu as un travail de corps, donc de gainage qui est aussi et qui te permet le transfert. Donc, je fais les deux en fait. Je fais un rappel en salle parce que c'est mon dada et je pense qu'aujourd'hui, on a de très bons résultats grâce à ça. Mais je fais aussi évidemment du fonctionnel, c'est-à-dire dans les séances dites spécifiques qui sont plus des séances type école de travail, c'est-à-dire où je vais faire des rappels de PMA. Quand je mets de la PMA, là, je mets des séances je mets des exercices de renforcement qui sont, plus je me rapproche de la course, du coup, une hipodo, même du travail corps fonctionnel, parce que justement, ça me sert de rappel. Top. Est-ce que dans la partie développement,
vous pouvez nous partager. Alors, on ne va pas parler forcément en nombre de séances parce que ça dépend forcément de l'investissement que chacun met dans son entraînement, mais peut-être en proportion. Je ne parle pas en temps, je parle en nombre de stimulations semaine versus la course à pied. Est-ce qu'il y avait autant de stimulations de renfort que de course? Est-ce qu'il y avait plus de l'un, plus de l'autre? Est-ce que vous avez une idée des proportions en termes de nombre de stimulations, hein, je précise. En termes de oui, parce que vous êtes tous différents, donc du coup… Ouais. En phase de développement, tu peux avoir facilement 3 séances de renforcement dans la semaine et puis éventuellement même des rappels de renforcement dans tes séances de course. Et après, quand vraiment tu es en phase de développement de force, et puis après, ça peut être, ne serait-ce que même si tu peux intégrer ne serait-ce qu'une séance de renforcement en rappel après avoir fait déjà très bien pour les gens qui peuvent peu s'entraîner. Et encore une fois, d'intégrer du renforcement dans les séances de course à pied en s'arrêtant de temps en temps pour faire des squats, pour faire des fentes, pour faire des squats sautés, des choses comme ça, de s'arrêter dans ces phases de course. Ça peut être un moyen de combiner les deux, d'entraîner les deux et du coup d'avoir un transfert direct du travail de renforcement dans la course. Mais en phase vraiment de développement où on fait peu de course à pied et beaucoup de renforcement, ça peut être jusqu'à 3 séances de renforcement et peut-être 1 à 2 séances de course. Tu vois, je regardais là par exemple quand je disais tout à l'heure que c'était une erreur des fois de vouloir, enfin même souvent, de vouloir compenser le manque de dénivelé par le fait de faire plus de kilomètres. Je regardais là sur mon Olio sur le mois de septembre, donc c'est peut-être le mois où j'ai eu mon pic de charge avant de faire le trail du Bourbon. Au maximum de mes entraînements, j'étais autour de… Alors, c'est ce qui me concerne moi, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça ou que c'est la meilleure façon de faire, mais j'étais en moyenne à 8 heures d'entraînement semaine. Et sur la plus grosse semaine, je suis à 13 heures d'entraînement. Et par contre, si je regarde uniquement mon volume de course à pied, je suis à peu près à 30-40 km semaine. Et la plus grosse semaine d'entraînement que je fais dans la préparation du Trail du Bourbon, c'est 73 km. 73 km de course à pied en tout. Et pourtant, j'ai eu des semaines à 13 heures d'entraînement. Donc, c'est en intégrant du renforcement, en intégrant aussi des activités croisées, du vélo, du VTT, des choses comme ça. Mais on peut faire autrement. Alors, j'ai pas le cumul de dénivelé. Je pourrais regarder le cumul de dénivelé que j'ai sur ma semaine avant le Bourbon. Je regarde ça et puis je vous redis. Oui, je rajouterais justement une chose qu'on n'a pas évoquée, que Will vient d'évoquer, c'est l'entraînement croisé. Parce que c'est là où c'est aussi intéressant, parce que même dans la phase de développement, c'est-à-dire en phase préparatoire, il va y avoir du vélo. Le vélo, il n'arrive pas uniquement pour rajouter du volume. Il peut même y avoir des séances, je vais peut-être étonner certains, mais des séances de développement de la PMA en vélo, en home trainer. Pourquoi? Parce que le home trainer, tu peux, si tu as une vie de famille que tu as envie de respecter, ça te permet de rester à la maison, de rester avec les enfants et puis pas partir à nouveau, aller faire ta séance parce que je crois vraiment, et j'espère que les gens vont retenir ça, je crois vraiment que le mot sacrifice ne doit absolument pas faire partie ne doit pas du tout se coupler au sport. Et trop souvent, dans notre société actuelle, on entend des sportifs dire « Ah, j'ai fait tant de sacrifices pour arriver à cette course ». Mais le mot sacrifice, si on va à la sémantique du mot, c'est un mot lourd de sens. Donc, il n'y a pas de sacrifice. Et oui, on peut utiliser, même en phase de développement, même dans la PMA, dans mon développement de VMA et donc de force, je vais avoir des séances de PMA à vélo où je vais avoir sur home trainer parce que ça va me prendre 45 minutes, j'aurais pris que 45 minutes. Est-ce que j'aurais été efficace? Oui, et ça, c'est pareil, c'est des séances qui sont des gens qui m'inspirent comme Guy Thibault qui vous fait voir qu'en très peu de temps, tu peux être très efficace et tu vas permettre de développer ton VO2 max. Et c'est ça qui nous importe. Et ce n'est pas de passer des heures et des heures. Évidemment, il y a du plaisir à passer des heures et j'en connais. On en a un ici qui a fait des longues sorties et des longues sorties pour préparer son Mexique. Et évidemment, quand je les voyais faire, je me dis merde, putain. Mais j'ai appris dernièrement qu'il faisait du renforcement. Il y a 3 jours, il a été faire du renforcement dans une box, mais je dirais pas, je ne citerai pas son nom. Mais du coup, oui, l'entraînement croisé. Du bench press. Bon, à part le bench press, il a et les biceps. Compris. Mais déjà, il a été en salle, les gars. Déjà, pour moi, ça, c'est une grande victoire quand j'entends mon ami Yves Saint-Louis me dire que Blaise Dubois vient avec lui au gym. Putain, mais ça, pour moi, j'ai fait des saltoirs hier chez moi. Alors, plus sérieux, évidemment, l'entraînement croisé, il est présent toute l'année. Il n'est pas uniquement là pour au moment du volume. Donc, du coup, effectivement, il y a un curseur qui va se modifier. On va faire un peu moins de courses. Mais en règle générale, et ça, c'est un bon point quand même, ça, c'est important à dire aux gens, c'est qu'à partir du moment où tu fais de l'ultra, si tu t'entraînes
tu t'entraînes, hein, moins de 4 fois, 4-5 fois, fais pas d'ultra. Parce que les risques que tu vas prendre sont trop importants. Fais plusieurs petits entraînements, ou alors tu fais 4 et avec plein de petites mini-séances qui me sont chères et que je partage lors de mon cours 1.7 sur les principes de planification d'entraînement. Je fais voir qu'en 10 ou 20 minutes, tu peux te trouver un petit temps pour faire du renfort et garde-toi. Mais vraiment, les gens, si vous ne pouvez pas consacrer plus de 4 entraînements, grands entraînements au moins par semaine pour faire l'ultra, faites moins et prenez du plaisir. J'ai envie de rebondir sur ce que Sébastien a amené avec William parce qu'il vous expose une recette qui a bien fonctionné, en tout cas très, très bien pour William. William a des antécédents, par exemple, d'ultra qui étaient déjà quand même présents avec la diagonale qu'il avait fait l'année d'avant. Il connaît son gouverneur central et il sait qu'il arrive à aller au bout de ces événements-là. Quand on avait fait notre webinaire pour le Mexique, moi, je n'ai pas les mêmes facteurs limitants que William ou que Yves. Et moi, dans mes facteurs limitants, en fin de compte, d'avoir tenté, j'ai fait 5 fois des 65 km. Je sais qu'à l'usure et à la durée, j'ai une problématique. Je suis un ancien coureur de 800 mètres, je n'ai pas les mêmes qualités d'endurance et j'avais ce besoin essentiel et je pense que ça faisait partie de ce qu'il fallait absolument que je fasse, de voir comment j'arrivais à tolérer des plus longues distances. Alors, encore une fois, ça peut venir par une planification et des compétitions où tu build up tranquillement puis tu as des passages avec des compés qui t'amènent à ta longue distance ou des week-end shocks ou des sorties, ou etc. Donc, il y a quand même plusieurs manières de gérer les facteurs limitants que je pense que chacun doit connaître. Oui, c'est un bon point, Blaise. Et d'ailleurs, lors d'un podcast, un excellent podcast que je vous conseille, c'est Let's Trail avec Blaise. Je soulignais que là, on parle de Will, mais effectivement, si demain, j'ai la chance d'entraîner Blaise Dubois, je ne sais pas si c'est une chance, hein, effectivement, je prendrais en considération ça. Et effectivement, il y a des coureurs, et ça va faire bondir ceux qui disent que je ne fais pas courir. Je ferais certainement peut-être un peu plus courir Blaise, pas autant que ce qu'il fait actuellement, c'est sûr. Mais en tout cas, effectivement, tu dois adapter en fonction de l'athlète. Là, on parle de Will, mais effectivement, j'ai des athlètes qui n'auront pas la même problématique. Par contre, Blaise Dubois ferait du renforcement et pas du bench. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Blaise, mais en fait, ce que j'entends, c'est aussi le fait de pas savoir si finalement on va être capable ou pas de faire la distance ou de tenir longtemps, de tenir des heures. Mais si finalement on arrive avant la diag et qu'on n'a aucune confiance sur le fait d'avoir fait ça, c'est peut-être qu'on est arrivé trop tôt à l'ultra, qu'on est arrivé trop tôt sur la diag et qu'on n'a peut-être pas fait de course avant, qui nous ont permis aussi de nous tester, de savoir d'une si on aimait ça ou si on n'aimait pas ça, de savoir si on était capable de le faire ou de pas le faire. Et moi je dis surtout pas qu'il faut pas courir. La preuve, je fais de l'ultra trail et j'adore ça. Mais avant d'arriver à la diag, j'avais fait d'autres courses de 100 km, d'autres courses de 120 km pour finalement me rendre compte petit à petit, étape par étape, est-ce que j'aimais ça ou pas. Et le risque, en fait, c'est si on arrive en ayant trop de crainte et trop de peur sur la ligne de départ, c'est peut-être aussi quand les personnes sont arrivées trop vite à l'ultra sans être passées avant par des étapes intermédiaires, ne serait-ce au moins pour savoir si on aime ça ou si on n'aime pas ça, parce qu'on peut se rendre compte que c'est ce qu'on n'aime pas du tout, en fait. Et du coup, pour ça, les courses préparatoires sont bien, comme tu disais, les week-end shocks sont vraiment intéressants. Moi, je regardais là, par exemple, sur le planning de l'année dernière pour préparer le Bourbon. En dehors des courses préparatoires que j'ai fait 3 séjours à la montagne. Alors, c'est des séjours de 3-4 jours, des week-end shocks où là, pour le coup, on fait un peu plus de volume, on fait un peu plus de travail spécifique en montagne, etc. Mais finalement, 3 fois dans une année, c'est pas tant que ça par rapport à ce que les personnes penseraient, où on se dit que quand on habite en plaine, 1 fois par mois, il faut qu'on aille faire un stage à la montagne ou courir en montagne pour pouvoir appliquer ce qu'on apprend à l'entraînement. Non, pas forcément. Il y a ça peut être intéressant de bien placer des courses pour ça. On parlait tout à l'heure des courses qui étaient particulièrement intéressantes pour préparer la Diagonale des Fous ou les courses du Grand Raid. Les courses sur l'échappée belle, les courses sur Beldon sont intéressantes parce qu'elles sont techniques. Les courses dans les Pyrénées sont hyper intéressantes parce qu'elles sont techniques et où justement, il faut en fait se confronter à justement, quand on est coureur, cette frustration de pas avancer, d'avoir de 4 km qui vont se faire en 3 heures parce que par contre, c'est hyper technique et où finalement, on n'avance pas. Et ça, en fait, je pense que c'est autant quelque chose qui s'entraîne physiquement que mentalement parce que ça peut être hyper frustrant. Et justement, un coureur de plaine qui s'est entraîné à courir et qui connaît tous ses temps de passage, tous les kilomètres, etc. Et qui s'est entraîné que comme ça, il va arriver sur une course où il va se retrouver à faire 3 km en 3 heures, là où lui, il va considérer qu'il doit être en tant de minutes au kilo, etc. Et c'est là où finalement, il faut repenser complètement l'entraînement, déjà pas en termes de kilomètres, mais en termes de temps,
passer en entraînement, en termes de charge d'entraînement. Et là, c'est clair que de pouvoir se faire accompagner, d'avoir des clubs d'entraînement et tout ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mais je dis surtout pas qu'il ne faut pas faire du volume. C'est bien que tu mentionnes ce point-là, William, parce que c'était là-dessus que je voulais enchaîner. C'est que vous avez donné pas mal de tips pour les coureurs de plaine, pour compenser ce manque de dénivelé. Vous avez parlé du renforcement, mais qui s'applique absolument pas et exclusivement aux coureurs de plaine, qui s'applique à tout le monde. Et on parlait de Guillaume Millet tout à l'heure. Les week-end shocks, ils sont très chers. Et justement, il dit que pour l'ultra, c'est quand même une étape qui est un petit peu indispensable de passer du temps en montagne. Donc là, parfait, Will, tu en as parlé, tu en as placé 3 week-end shocks. Tu avais combien de courses aussi cette année-là? Et ma question en plus de ça, c'est que la Diag, elle a cette spécificité-là de ne pas accepter les bâtons. Donc, est-ce que sur tes courses de préparation, tu les as faites sans bâton? Ça fait 3 ans que je me demande pourquoi j'ai acheté des bâtons. Non, même bien plus longtemps que ça. Ouais, en fait, clairement, s'entraîner à pas du tout les utiliser. Et en fait, clairement, j'ai fait une course l'année dernière où je les ai pris parce que je voulais essayer de performer un peu plus sur la course. Et en fait, j'ai pas su quoi en faire de mes bâtons. J'ai pas su les utiliser. J'ai même eu plus l'impression que ça me gênait qu'autre chose. J'ai l'impression d'avoir un truc qui m'embarrassait supplémentaire, de jamais savoir quand je devais les sortir, quand les ranger. Et au final, non, c'est clair que si on veut faire une course du Grand Raid, là, dès maintenant, il faut s'entraîner et tout faire sans bâton. Ça servira à rien et au moins on sera tout de suite plus spécifique sur ce point-là. Et quand je disais, là, j'ai pas fait 4 week-end shocks, j'ai fait un gros week-end shock un mois avant le Grand Raid. Mais sinon, c'était surtout des courses de préparation. Alors, en cours de préparation, j'avais fait une course du GRP, un 60 km sur le GRP fin août. J'avais fait début juillet une course en Corse de la Restonica Trail. C'était un 30 km, mais finalement, c'est un 30 km qui a duré très longtemps par rapport aux peu de kilomètres qu'il y a, si je peux dire, parce que justement, la Corse, c'est un peu comme Beldon, un peu comme les Pyrénées, c'est cette spécificité d'avoir une technicité qui fait qu'on n'avance pas comme on voudrait, on court, on s'arrête, on relance, on s'arrête. Bref, c'est hyper intéressant pour ça. Et puis avant ça, je crois que j'avais fait au mois de juin au mois de fin mai le trail du Hautacam dans les. Ah, on t'a perdu. C'est bon là? Oui, t'es là. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc je disais qu'au final, j'avais pas fait tant de courses de préparation que ça, quoi. Ok. Et est-ce que justement, le dernier point que j'avais un petit peu sur les particularités de la course, Blaise en a parlé tout au début, c'était les marches qui sont extrêmement présentes à La Réunion. Est-ce que vous avez mis en place un entraînement spécifique pour les marches? Puisqu'on sait que les marches versus une pente linéaire, c'est pas les mêmes groupes musculaires qui vont être sollicités, que ce soit ni à la montée ni à la descente. Donc, est-ce que vous avez mis en place des choses là-dessus? Alors, j'ai pas eu d'entraînement spécifique à faire dans des marches d'escalier. C'était plutôt après des consignes en termes de technicité à rechercher qui étaient prévues et de consignes sur le fait de marcher, de pas courir en côte, etc. Mais là encore, pour moi, une des meilleures, quand justement les marches hautes de la Réunion, une des meilleures choses pour moi qui les représente, plus que d'aller marcher dans des escaliers, c'est d'avoir une box chez soi, une box, et puis de s'entraîner à monter sur la box, à redescendre. Et au final, on est sur un effort qui va être avec une hauteur de hanche, avec une flexion de hanche qui va être plus importante que quand on monte simplement des escaliers. Et c'est déjà un travail qui est hyper intéressant. Et au-delà de ça, on a tous très souvent des escaliers qu'on rencontre au quotidien. Un entraînement, c'est tout bête, mais on ne le dit pas assez, mais c'est peut-être dans nos déplacements quotidiens aussi qu'on peut finalement intégrer du renforcement, ne serait-ce qu'en montant les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur et tout ça. C'est tout bête, mais des fois, ça peut être intéressant de le rappeler aussi. Complètement. Ouais, moi, je vais rebondir sur ce que dit Will. Si Will habitait à Paris, qu'il avait Montmartre, on aurait certainement eu des moments de marche. Bon, il n'a pas la chance d'habiter à Montmartre comme certains qui ont une casquette d'une certaine couleur, mais pour autant, on a réussi à trouver une stratégie. Évidemment, je reviens sur le renforcement, il l'a dit, et il aurait pu, en fait, c'est toujours interdépendant de l'athlète. Est-ce qu'il a accès à une... Moi, j'aime bien cette machine qui est horrible là, l'escalier sans fin, qui est hyper intéressant pour travailler justement ce type. Mais et encore que
l'escalier sans fin, il est toujours les mêmes hauteurs de marche. Donc, à toi d'essayer de dire, là, tu vas faire sur 1 sur 2, puis alterner. C'est toujours interdépendant. Mais, même si vous n'avez pas de box à la maison, vous avez une chaise et puis amusez-vous à monter sur cette chaise. L'idée, c'est de se dire, tu as mis le doigt sur un truc, c'est que c'est spécifique. La diag, tu n'as pas le droit au bâton. Donc, alors, est-ce que c'est valable pour tous mes athlètes? Non, j'avoue, il y a une de mes athlètes qui voulait être performante sur une course, allez, Échappée Belle par exemple. Oui, on voulait gagner la course. Donc, elle voulait gagner la course. Je ne vais pas lui dire, ok, on prépare une course à La Réunion, mais potentiellement la possibilité d'aller jouer la gagne sur une course où il y a les bâtons. Je sais, toute sa préparation, elle l'a fait sans bâton. Juste à l'approche de l'Échappée Belle, on a intégré un petit peu des bâtons, mais après, on les a abandonnés. On l'a bien fait, elle gagne la course. Donc, évidemment, c'est un espèce de mix. Est-ce que si il y a une grosse perf à faire sur une course où les bâtons sont acceptés, on dirait pas, je dirais pas à Will, tiens, allez, là, juste pour cette course, les 2 semaines avant, on se fait un petit peu de spécifique et on va aller essayer de faire une super perf sur ça. Mais évidemment, il faut avoir en tête que les bâtons, vous les oubliez. Donc après, pour les marches, effectivement, il faut se dire quel est le groupe musculaire qui va être sollicité le plus. C'est le truc que tu as derrière et qui est assez gros là. Normalement, chez Blaise Dubois, encore plus qu'ailleurs, tu vois, ça s'appelle le fessier. Donc du coup, sollicite-le, fais en sorte qu'il enquille. Mais là, on parle de la montée. Mais à descendre, mais c'est bien pire parce que une fois que tu as installé, tu pousses un peu sur tes cuisses, tu appuies sur tes mains. Mais à descendre, c'est encore plus complexe. Donc, je reviens en arrière, mais du coup, apprends surtout à descendre de cette putain de box parce qu'il va falloir que tu travailles. On n'a pas parlé d'un point, et ça, c'est un oubli de ma part. Le travail de proprioception est primordial. Et je ne dis pas ça uniquement parce que je m'appelle cheville en verre et que je me fais des chevilles tous les 4 matins. Et il n'y a pas besoin d'aller à La Réunion quand je vais au lac Beauport et que je m'enquille sur un 30 bornes. Je ne suis même pas capable de gagner cette course alors que je suis en tête. Bref, donc oui, travail de proprioception, hyper important. Et le travail de proprioception, j'ai la chance d'avoir des physios et des kinés face à moi et vous allez être d'accord, mais la plupart des gens qui nous écoutent, ils ne le font pas. Faites du renforcement en état proprioceptif pour que tu sois confronté à ça. Donc ça peut être très intéressant. Une des meilleures manières d'être courbaturé, d'avoir du raquage pour les Québécois au mollet, c'est de faire des descentes de marche d'escalier. C'est une des meilleures manières. Vous allez au Cap-Blanc, il y a 400 marches, puis vous faites de la descente à une bonne vitesse et l'amortissement, en fin de compte, quand tu descends des paliers avec ton mollet, c'est ultra exigeant. Et si tu fais juste des descentes de côte, ton mollet n'est absolument pas sollicité. Donc, la spécificité de la surface de descente ou de montée est super importante. C'est là-dessus c'est ça que je mentionnais tout à l'heure quand je disais que ce n'étaient pas les mêmes groupes musculaires. C'est clair que tes mollets en descente sur des marches, sur des paliers, ils explosent quand sur une pente en continu, c'est tes quads. Donc c'est clair que si tu t'es pas préparé, et là pour le coup, je pense réellement que le renfort et la plio, avec tous ces exercices bondissants, sont d'une utilité très largement sous-estimée. Ok. Écoutez, je pense qu'on a balayé déjà pas mal de spécificités de cette course. Est-ce que vous voyez d'autres points importants dans la préparation? On a eu une question sur la nutrition. Alors, on va essayer quand même de rester spécifique à cette course-là. Est-ce que, Will, toi en plus qui es spécialisé dans ce domaine-là, est-ce que tu as une stratégie particulière vis-à-vis de cette course-là versus des autres courses que tu prépares? Alors, ma stratégie, c'est au quotidien. Non, c'est que je mange du rougail saucisse tout au long de l'année. Et comme ça, le jour où j'arrive à La Réunion, le rougail saucisse, il passe super bien. À Marla, tu peux le prendre tranquille, ça passe. Non, c'est en fait, non, clairement, la nutrition, c'est un point qui est fondamental, mais c'est pas spécifique à La Réunion. Donc, j'ai rien mis en place de spécifique pour le Grand Raid. Mais par contre, c'est clair que, en fait, je pense que je pense que de finir là-dessus, c'est pas mal en se disant que moi, je considère de plus en plus presque que d'habiter en plaine, c'est presque je considère presque ça comme une chance quand on va faire de l'ultra. Parce qu'en fait, quand on habite dans un endroit où on a quasiment rien qui nous prédispose à aller courir sur un ultra, on est obligé de réfléchir, de poser à un moment donné et de savoir comment est-ce que j'optimise mon entraînement et comment j'essaye d'optimiser les choses. On a parlé du renforcement pour optimiser ça et peut-être que même des gens qui habitent en montagne, il faudrait intérêt à faire un peu plus de renforcement. C'est même sûr.
Et la nutrition, l'alimentation, c'est clairement un des points qu'il faut optimiser pour se dire, moi, mon entraînement, mon but, ça va pas être de faire des kilomètres et des kilomètres, mais de m'entraîner intelligemment. Mais du peu d'entraînement que je vais faire en montée, en descente, etc., je veux en tirer un maximum d'adaptation. Et pour en tirer un maximum d'adaptation, il faut déjà être en bonne santé. Et l'alimentation, elle permet avant tout de rester en bonne santé. On s'adapte pas et on performe pas et on ne devient pas plus performant si déjà initialement on n'est pas en bonne santé. Donc l'alimentation, elle va permettre ça. Et en plus, ça va permettre, en faisant des entraînements à glycogène bas, c'est-à-dire en faisant par exemple de l'intensité le matin et puis en fin de journée d'aller s'entraîner à basse intensité sans avoir reconsommé de glucides, ça permet d'optimiser les filières lipidiques. Ça permet justement de faire qu'on va peut-être faire moins d'heures d'entraînement, mais avec des heures qui vont être beaucoup plus ciblées. On va avoir peut-être un stress physique qui va être moins important, mais par contre un réel stress métabolique. Donc c'est clair que dans les mois qui précèdent la course, d'intégrer des cycles d'entraînement à glycogène bas, avec du sleep low, avec du bicotidien. Pour ça, je vous renvoie au cours 1.8 de la clinique du coureur. J'ai même pas pensé à dire tout à l'heure que j'avais la chance d'être speaker aussi sur le cours 1.8 de la clinique du coureur. Je peux que vous renvoyer vers ça, puisqu'il est ouvert aussi aux athlètes et pas uniquement aux professionnels de santé, pour que vous puissiez avoir des billes sur comment pouvoir optimiser votre entraînement, notamment sur ces filières lipidiques qui sont vraiment ce sur quoi on se repose complètement sur de l'ultra trail. Santé malgré les heures d'entraînement et puis tirer un maximum de bénéfices de son entraînement, c'est clair qu'on passe à côté de quelque chose. Et quand on habite en plaine et qu'on n'a justement pas tout ça, on est peut-être encore un peu plus obligé d'optimiser tout ça. Et c'est là où je considère que c'est peut-être une chance et je peux que vous encourager à vraiment essayer de chercher le plus possible de qualité dans votre alimentation et surtout à faire en sorte de manger assez. C'est tout bête, mais en fait, très souvent, on pense que pour faire l'ultra trail, il faut être svelte, il faut être super mince, que le poids, c'est que quelque chose de péjoratif. Et on observe très souvent des comportements qui peuvent être délétères et des comportements qui sont dans le sens où on va se priver au niveau alimentaire alors qu'on s'entraîne beaucoup. Et ça, c'est pas durable dans le temps. Il y a de grandes chances que du coup, on contre-performe et qu'on se désadapte à cause de ça. Donc, à partir du moment où vous faites un entraînement, vous préparez la diagonale des fous, vous avez des entraînements en conséquence, il faut avoir aussi un apport calorique qui soit satisfaisant. Donc, il faut avoir des apports journaliers qui soient satisfaisants, faut aussi le dire. Si en plus vous faites un cycle de force, c'est important d'avoir une balance calorique qui est positive pour pouvoir aussi construire du tissu, avoir chercher de l'anabolisme aussi et de la construction de nouveaux tissus musculaires. Bref, tout ça, c'est des choses sur lesquelles c'est intéressant aussi, même quand on n'est pas professionnel de ce domaine-là, sur lesquels on peut se renseigner pour pouvoir optimiser tout ça. Super, Will, belle synthèse sur la nutrition. Vas-y, Seb. Et du coup, ça me fait, je trouve, un aparté quand même assez clair sur l'importance de la nutrition. Ça me donne envie de vous parler de l'accompagnement, de faire quelque chose en famille. Je dis ça parce que Will est un parfait exemple, mais j'ai la chance que tous mes athlètes ont comme priorité le sport en choses secondaires. Je m'explique. Avoir ta famille qui te suit, parce que là, on parle de nutrition, donc au ravito, avoir des gens qui t'aiment, qui sont là, ça les implique. Et du coup, je parlais tout à l'heure que le mot sacrifice ne doit pas faire partie du sport. Justement, si on parle de nutrition, il ne doit pas y avoir de sacrifice dans la nutrition et ça ne doit pas sacrifier la vie de famille. Et la famille ou les amis, c'est cool si en plus ils y participent à leur manière. C'est-à-dire, là, pareil, je reprends l'exemple de Blaise. Moi, j'ai pu suivre sa course parce que sa blonde et ses filles, elles étaient là, elles filmaient. Ça, c'est cool parce que ça veut dire que tout le monde est embarqué par ça. Donc, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que la course, c'est le gâteau? Non, c'est la cerise. Et comme tu as emmené tout le monde avec toi, c'est génial. Tu vois au ravito, ceux qui t'aiment vraiment, qui sont là, qui t'aident en fait aussi à ce que ta course ça soit une réussite. Donc en fait, je reviens là-dessus parce que je pense que c'est fondamental. On parle de nutrition, il ne doit pas y avoir de sacrifice. Effectivement, on voit d'ailleurs beaucoup d'anorexie malheureusement arriver de plus en plus, et pas uniquement chez les filles, je le souligne, on voit des garçons aussi tomber dans cette pathologie, dans cette maladie. Donc du coup, à nouveau, parce qu'il faut faire des sacrifices. Et voilà, si on mêle en fait, l'ultra, c'est pas un truc égoïste. C'est un vrai sport d'équipe, il faut s'encadrer. Et si on se coach soi-même, c'est cool. Mais du coup, tu le fais ça avec la famille, tu fais ça avec les amis. C'est vraiment… Et quel que soit son niveau,
j'ai la chance de coacher des gens qui peuvent gagner des courses internationales jusqu'à ceux qui sont des finishers, mais tout le monde est embarqué et n'a le sport que comme objectif secondaire. Donc, avant tout, pour ceux qui nous écoutent, si demain vous engagez dans l'ultra, faites-le en vous entourant de gens qui vous aiment et qui vont vous suivre dans votre projet. Parce que c'est un vrai beau projet, c'est génial de faire l'ultra. Allez-y avec des paliers évidemment hyper progressifs, mais s'entourer de gens qui, en tout cas, le faire pas uniquement égoïstement, parce que c'est le meilleur moyen d'échouer. Et d'ailleurs, par rapport à ça, si la question que la personne posait sur l'alimentation, c'était peut-être sur l'alimentation en course, sur le Grand Raid, la particularité aussi, c'est peut-être qu'il y a plein d'endroits qui ne sont pas accessibles à la famille et à l'assistance. Déjà, quand on est dans Mafat et tout ça, et du coup, d'anticiper tout ça, c'est aussi important. Si la hausse, par exemple, il y a une base de vie, donc c'est un endroit où les athlètes peuvent vraiment prendre le temps pour se poser avec leur famille, avoir une vraie assistance, etc. Donc, si la hausse pour ça, c'est top. La possession aussi, c'est quand même pas mal. On pourrait croire que une fois qu'on est à la possession, on a fait le plus dur, mais non, parce que derrière, il y a le chemin des Anglais, derrière, il y a le Colorado à monter, il y a la descente sur la redoute. J'ai quand même failli abandonner sur ma première diag, j'ai failli abandonner quand même juste avant de descendre sur la redoute. Si on se dit, c'est quand même bête d'abandonner en haut de Colorado. Enfin bref, donc surtout pas penser que c'est fini quand vous arrivez à la possession. Et par contre, c'est des endroits qui peuvent être super cool pour vraiment avoir la famille qui vient, et même si on se dit que la possession c'est bientôt fini, de prendre le temps de se poser avec la famille, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un dernier conseil que j'ai envie de donner. On fait souvent un focus sur le chemin des Anglais. Si vous avez envie un jour de faire une course du Grand Raid et que vous êtes à distance de la course, allez reconnaître le chemin Rattino et la Cala. Pour moi, c'est bien pire que le chemin des Anglais. Clairement, ouais, en termes de technique, c'est bien pire. Et c'est bien que tu soulignes, c'est que cette fin de course, notamment quand on dit tu arrives à la possession, tu vas au bout. Alors, ouais, mais c'est quand même très, très dur ce qui reste encore à passer. Et puis, tu as chaud en général parce que tu es plus près du niveau de la mer, tu es fatigué. C'était quand même pas les plus beaux paysages de la Réunion. Donc, tu as peut-être un peu de motivation qui retombe. Et puis, c'est clair, hein, moi, je sais que les 2 diags que j'ai fait, la montée à Colorado a été un cauchemar. Et sur la dernière en 2019, moi j'ai croisé Blaise en haut, tu vois, du Colorado. Et c'est ça qui m'a redonné un peu de motivation pour finir. Mais ouais, la fin du parcours est quand même bien complexe. Je voulais revenir sur un de tes points, Seb. Tu as mentionné plusieurs fois que voilà, le parcours, tout le cheminement pour arriver à l'ultra est très important, plus important que la course. Et j'ai envie de dire aussi, de rajouter que la chance, en fait, quand on fait de l'ultra, c'est que au-delà de la course qu'on va vivre, si on a la chance, voilà, d'avoir combiné ce projet sportif avec un projet familial, c'est une expérience, en fait. C'est une expérience de vie et humaine qui est énorme, et que au-delà de la performance, tu disais littéraire, je crois, tout à l'heure, de la place sur le classement, c'est quand même des souvenirs qui restent gravés, je pense, pour beaucoup de personnes qui finissent des ultras. Donc ça vaut la peine d'être vécu. Je ne sais pas, est-ce que… Ouais, vas-y, Nico, excuse. Non, non, vas-y, tu voulais. Non, mais en fait, parce que je vois le temps passer puis je me dis qu'on arrive à la fin, alors j'avais envie de vous donner des mots-clés importants. Tu sais, on a parlé de spécificité au niveau de l'environnement, la surface, la chaleur, l'altitude, la nuit, de toute la préparation, la planification essentielle qui ne se fait pas sur le coin d'un petit bureau comme ça pour un événement comme William a fait. L'expérience humaine, familiale, le fait de vivre quelque chose. Et moi, c'est ce qui me marque dans les ultras, c'est qu'on grandit à travers ces épreuves-là. Et puis après ça, mon mot de la fin pour moi, c'est félicitations Will et Seb, parce que c'est quand même impressionnant ce que tu as fait, autant au niveau de la performance que l'ensemble de ce que vous avez fait en prépa, etc. Et je pense que les plus grands fans des ultra-trailers, c'est des personnes qui aimeraient bien être des ultra-trailers, comme moi, par exemple. Donc, je suis vraiment fan. Ouais. Voilà, mon mot de la fin. Parfait. Est-ce que, moi, avant qu'on se quitte, on a parlé pas mal de dénivelé, on a parlé de montée, on a parlé d'ultra. Je pense que ça peut être un bon moment d'annoncer des choses qu'on voudrait sortir, qu'on va sortir avec le coaching du coureur. Et lors de notre prochaine session de club qui aura lieu le 19 mars, on va sortir un club qui va essayer de vous préparer au mieux
à la montée, donc un nouveau club grimpeur pour améliorer ses qualités en montée. Et on avait l'habitude de proposer des groupes découvertes et progression en fonction du niveau de chacun. Et pour cette session, on a envie de proposer pour ce club grimpeur euh, une session pour les gens qui habitent plutôt en plaine et une session pour les gens qui habitent plutôt en montagne. Ce club, c'est a priori Seb, ici présent, et Thibaut Barognan qui vont l'animer. Donc, est-ce que Seb, tu aurais envie de nous donner juste 2 mots sur la philosophie globale de ce club? Eh bien, la philosophie, ce serait de permettre à tout à chacun de développer ses capacités à grimper, comme son nom l'indique, de ce club. Et puis, pour ce qui sera de ma partie, c'est de démontrer que, quel que soit l'endroit où tu habites, tu peux améliorer ça. C'est vraiment une croyance de croire qu'effectivement, comme le soulignait tout à l'heure Will, il faut absolument habiter dans le milieu dans lequel tu vas évoluer. Ça peut aider, effectivement, mais je pense que tu peux être très performant. Et aujourd'hui, le nombre d'athlètes qui ne vivent pas en montagne et qui sont performants est assez important. Évidemment, moi, ceux qui vont rejoindre ma partie, ben, ils se doutent qu'il y aura du renforcement dedans et que ça s'apparentera évidemment de l'école de trail. Hein, on va l'appeler comme ça parce que ça sera la méthode qui permet justement aujourd'hui aux coureurs de plaine de s'amuser en montée. Et puis pour les autres, ils auront la chance d'avoir, je le dis avec objectivité, même si c'est un ami, un super gars et un gars qui sait de quoi il parle avec Thibaut qui est en plus un athlète ultra performant. Cool. Et ce qu'on peut préciser aussi, c'est que l'objectif de ces clubs qui durent 2 mois, c'est pas non plus de faire un bloc comme ça isolé, même si ce sera un bon moment pour faire un bloc spécifique. C'est derrière de proposer aussi une continuité pour tous les gens qui veulent faire des ultras en montagne, de leur proposer des choses, voilà, jusqu'à a priori les courses du Grand Raid, jusqu'à la rentrée, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. L'idée, c'est que ce club-là, ça soit une entrée. Okay, une fois que tu as fait ça, vers quoi tu veux te diriger? Et l'idée avec le coaching du coureur, c'est qu'on s'est dit, il y en a qui vont aller faire du trail court, d'autres qui vont aller faire des ultras, mais moi, je veux préparer un trail en montagne. Je viens de voir ce webinaire, les gars étaient vraiment motivés, mais comment je veux faire? Commence par ce premier club de grimpeurs, et puis après, l'idée, c'est que le coaching du coureur, via moi, là, on va vous proposer un club ultra en montagne, plutôt technique, quel que soit le lieu où tu habites. Si tu es en plaine, on préparera à ça, et ça sera. C'est un truc qui est assez innovant, et moi, je me languis de pouvoir proposer ça aux différentes personnes qui nous écoutent et puis qui nous suivent un peu partout sur les réseaux. Donc, Seb, si tu es en montagne, tu es en train de me dire que si je veux faire le Bourbon l'année prochaine, je suis le club et c'est bon. Mais OK. gars, le jour où je vois Blaise agenda. Dubois, mais là, je fais un triple salto et je me filme en train de le faire. Je regarde mon agenda. Ça marche. Merci beaucoup. Est-ce que, Will, tu as un petit mot pour clôturer ce webinaire à ajouter? Non, je pense que Blaise a bien résumé, a bien tout résumé et je le remercie d'ailleurs pour ces mots tout à l'heure. Et moi, si j'ai juste un truc à rajouter, c'est je vais prêcher pour ma paroisse. Les coureurs de plaine, si vous êtes là, si vous nous entendez, et que si un jour vous voulez faire le Grand Raid, dites-vous que c'est possible. Dites-vous que c'est pas fait pour les autres, c'est pas réservé aux autres. Par contre, à partir du moment où vous vous lancez dedans, croyez-y à fond et croyez en vous surtout. Et tout ce que vous mettez en place tout au long de l'année, tout ça, sans sacrifice. Et c'est ça qui vous permettra dans le sas de départ, là, quand vous entendrez la petite musique là qui nous fait tous pleurer, et de vous dire que vous êtes là et que vous allez justement vous éclater, non pas parce que vous avez tout sacrifié pour cette course, mais justement parce que vous avez réussi à la préparer sans rien sacrifier. Et il y aura rien de plus beau à ça. Mais à partir du moment où vous vous lancez dedans, croyez en vous et c'est possible et vous pouvez le faire, quoi. Super. Seb, tu as un petit mot de la fin? Et le petit mot de la fin, c'est le gars qui veut vous vendre du renforcement à tire-larigot, vous rappelle un truc, faites des choses simples, les plus simples possibles. Retrouvez, que ce soit sur les réseaux du coaching du coureur, sur mes réseaux, des petits tips d'exercices qui sont hyper faciles à faire. Allez pas nous chercher des exercices super compliqués parce qu'on vient de vous dire là qu'il fallait faire du descente et du jump sur des box parce que c'est le meilleur moyen de me donner tort et j'aime pas avoir tort. Donc, du coup, faites des choses simples déjà dans le renforcement quand vous l'intégrez dans votre routine d'entraînement.
Ça, c'est la première des choses. Et évidemment, remercier cette collaboration. Merci Blaise pour tes mots. Effectivement, c'est un beau travail d'équipe qu'on a réussi à faire. Et te remercier Nico pour ce maître du temps que tu as été parfait dans ce webinaire. Un peu long. Et je dis à tout le monde à très très vite sur les clubs du coaching du poids. Yes, carrément. Moi, si je peux clôturer aussi de mon côté, comme tu viens de le dire, Seb, on espère pouvoir retrouver beaucoup de monde un petit peu dans ces clubs ou dans nos offres personnalisées. Dans toute notre équipe de coach, on fait des belles rencontres. Chacun développe de belles relations avec ses athlètes. Donc, c'est clair que c'est encouragé. Et puis, en fait, moi, je partagerai à 100% le mot de la fin de Will parce que comme toi, moi, je suis coureur de plaine et j'ai pu faire 2 fois le grand raid. Et au-delà de la performance, bon, il y a une fois où j'étais pas prêt, une fois où j'étais plus prêt, ça s'est mieux passé. Mais par contre, les 2 fois, j'ai pris énormément de plaisir parce que c'était un choix, c'était une volonté, il y avait tout un projet autour de tout ça. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, messieurs, on se quitte là-dessus. Je vous remercie tous les 3 et puis à très vite. Ciao la gang! Salut tout le monde. Salut, bonne soirée. Ciao, ciao.